responsabilité sociétale de l'entreprise, bilan carbone, décarbonation à l'échelle de la grande distribution. Tout cela vous paraît un peu nébuleux ? Bienvenue dans notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. À travers 5 épisodes, nous nous interrogeons sur la mesure de l'impact environnemental, sur l'intérêt et la façon d'intégrer la RSE à sa stratégie et tentons de nous projeter sur les perspectives de décarbonation de la grande distribution. Cette mini-série est menée en collaboration avec le cabinet de conseil O2M. Situé à Rennes, Angers et Bordeaux, le cabinet créé en 2008 regroupe des ingénieurs experts des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Ils accompagnent les entreprises, parmi lesquelles des enseignes, dans leur transition, via notamment la réalisation de leur bilan carbone, l'analyse de cycle de vie de leurs produits et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur o2mconseil.fr. Bonne écoute. Karine, rebonjour. On se retrouve pour ce 5e et dernier épisode de notre mini-série dédiée à la RSE en grande distribution. On va parler ici de greenwashing, de communication responsable. Déjà pour commencer cet épisode, est-ce qu'on peut définir les deux ? Qu'est-ce que le greenwashing et qu'est-ce qu'une communication responsable ? Alors je commencerai par la communication responsable. Donc la communication responsable, c'est une communication qui va porter sur des sujets plutôt environnementaux, sociaux ou des sujets à impact et qui repose sur des éléments de preuve. C'est-à-dire que la communication responsable est une communication qui doit être exacte, réaliste, qui doit s'appuyer sur des faits tangibles et objectifs. On revient toujours à une démarche assez scientifique, mais qu'on vient intégrer dans une communication. Parce que effectivement, on a plutôt eu tendance ces derniers temps à voir un peu l'effet inverse de communication, on va dire opportuniste et qui dérive vers le greenwashing dans la mesure où elles sont assez génériques avec des arguments qui vont être non vérifiables, pas précis, ou qui vont s'appuyer sur un élément mineur d'une démarche qui va permettre peut-être de réduire de façon mineure l'impact, par exemple, d'une entreprise ou d'améliorer de façon mineure son impact social, mais en exagérant en fait cette communication. On va y revenir justement sur cet aspect de la communication, notamment en opposition avec le print et le digital. On va y revenir. Et du coup, la définition du greenwashing ? Alors, le greenwashing, en fait, c'est un message publicitaire qui peut induire en erreur celui qui l'écoute sur la qualité écologique réelle d'un produit ou sur la réalité aussi de la promesse sociale, parce qu'on parle souvent de greenwashing, mais on a aussi du social washing, par exemple. Et donc, c'est vraiment des messages qui induisent en erreur, qui laissent penser que la qualité écologique du produit va au-delà de ce qu'elle est réellement. Et pour le coup, en contradiction avec la communication responsable, ça ne s'appuie pas en règle générale sur des données précises, vérifiables, transparentes, etc. C'est un sujet extrêmement tendance, la communication en grande distribution, notamment. Beaucoup d'enseignes font le pari d'arrêter le prospectus papier et il y a justement beaucoup d'impact washing, de greenwashing autour de ça. Alors déjà, pourquoi O2M s'est lancé dans cette communication responsable, dans cet accompagnement autour de la communication responsable ? Alors on s'est penché sur le sujet et ça fait déjà 4-5 ans en fait qu'on a une responsable en charge de ces sujets. Et moi j'ai rejoint l'équipe plus récemment. Okay. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, de par l'expertise qu'on avait, on remettait à nos clients des études de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie. Ouais. Et puis, voilà, on remettait le bébé, et puis derrière, eux pouvaient communiquer sur les résultats de ces différentes études. Et on a pu se rendre compte que la valorisation, en fait, de ces études derrière était pas toujours conforme aux résultats même. Okay. Et donc, il fallait à un moment ramener un peu de vérité. C'était pas forcément volontaire, parce qu'il peut y avoir de l'interprétation, de la globalisation. Et c'est là où ça devient un peu dangereux, parce que du coup, on n'est plus conforme à la réalité scientifique.
Et forcément, je te pose la question, mais parce qu'on fait la position entre le print et le digital. Quel est ton regard, justement, ou quel est le regard d'ODM sur ces deux grands piliers de la communication? On sent que le print a tendance à disparaître, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à l'enterrer un petit peu trop vite. Alors voilà, nous, on n'est pas là pour opposer les deux, ni pour prendre position, parce que justement, nous, notre intérêt avec notre démarche scientifique, c'est d'apporter une réponse à travers la mesure. Et aujourd'hui, on peut mesurer effectivement la réduction de l'impact via la suppression physique du papier. Donc ça, voilà, c'est tout à fait mesurable. Donc on peut se dire oui, on gagne du coup en impact, on réduit notre impact. Reste à voir derrière comment ça se traduit aussi dans le comportement des consommateurs. Est-ce qu'on n'a pas un transfert d'impact sur la partie numérique? Combien de personnes vont utiliser du coup une appli derrière pour gérer leur promotion, combien de clics ça va générer, quel impact finalement numérique derrière on va pouvoir engendrer. Et c'est aussi la comparaison des deux qui nous permet in fine de dire si telle ou telle approche est la bonne ou pas. Mais effet rebond. Exactement. Il peut vraiment y avoir un effet rebond derrière dans les pratiques et qui n'est pas toujours mesuré ou valorisé d'ailleurs dans la façon dont les enseignes mettent en avant la suppression des prospectus. Ouais, parce que les enseignes, concrètement, vous l'opposez pas, mais les enseignes, franchement, elles l'opposent entre le print et le digital. Elles poussent justement les consommateurs à se rendre sur les applications mobiles, à se rendre sur les catalogues en ligne, etc. Ça veut dire que vous avez réussi à mesurer du coup l'impact du numérique. Enfin, vous avez réussi à mesurer ce transfert justement du print vers le numérique. Et comment ça se matérialise? On n'a pas mesuré à date, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire. Vous êtes dessus en tout cas. Mais on travaille sur le sujet. Et après, ça veut pas dire que l'enseigne ne peut pas communiquer dessus, mais si on veut vraiment communiquer de façon responsable sur le sujet, on peut mettre en avant qu'on réduit son impact d'un côté, mais il ne faut pas occulter l'impact du numérique derrière. Donc ça voudrait dire que dans chacune des communications, on devrait pouvoir avoir accès aussi à l'information sur le rebond, sur le transfert d'impact généré sur la partie numérique. Et là, on peut rentrer dans les clous d'une communication responsable dans la mesure où on a les données de chaque côté et le consommateur est en capacité, ou alors on lui mâche le travail, mais de pouvoir, in fine, pouvoir faire les plus et les moins de chaque côté. On parle justement du transfert du print vers le numérique. Il y a aussi un impact, un effet rebond, je pense, sur l'arrêt du print. Je pense d'un point de vue social, au niveau de l'emploi notamment, qui représente quand même pas mal de professionnels. Est-ce qu'on arrive à le mesurer aussi ça aujourd'hui? Ça, nous, à titre personnel, on ne l'a pas du tout mesuré. Je pense que ça doit être possible et j'imagine que les interprofessions concernées ont déjà dû le mesurer ou l'anticiper parce que effectivement, ça peut avoir un impact social fort. Donc, c'est aussi à intégrer dans une démarche RSE, clairement. Donc, ça veut dire que c'est intéressant de poser cette question parce que de la même façon, on valorise assez fortement l'arrêt de ces prospectus, mais on occulte des impacts associés qui soient environnementaux ou sociaux. Donc, on peut valoriser d'un côté, mais il ne faut pas oublier de rappeler le reste de l'information pour être le plus transparent possible. Transparent, justement, pour pas éviter ce fameux greenwashing. Alors, tu as donné la définition, mais comment on peut éviter ce greenwashing? Alors j'ai l'impression que les magasins et les enseignes n'ont pas toujours conscience de ce qu'elles disent, parce que je pense que pour être parfaitement transparent, il faudrait être précis. Elles ne le sont pas toujours. Comment éviter concrètement le greenwashing? Alors déjà, le greenwashing, on peut dire qu'il revêt, enfin, il a plusieurs visages, j'ai envie de dire, parce que voilà, on a donné une définition assez générale. Mais ça peut être à travers une promesse mensongère ou disproportionnée, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre l'accent sur quelque chose de mineur, là où à côté, l'entreprise ou l'activité va avoir des impacts majeurs sur autre chose, mais elle n'a pas bossé sur le sujet. Donc là, c'est complètement disproportionné. On peut avoir justement une absence de preuve dans ce qu'on avance ou de précision. Donc ça va rester hyper générique, c'est 100% naturel, c'est durable, c'est vert. Donc il faut faire très attention. Sans donner plus d'explications. Sans donner plus d'explications. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure en matière de communication responsable, que c'est une communication qui encadre beaucoup de terminologie,
Et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. On pourra l'évoquer, mais on ne peut plus dire neutre en carbone, etc. Juste pour revenir sur la partie greenwashing, d'autres signes aussi du greenwashing, ça peut être tout simplement une présentation visuelle ou sonore assez suggestive. Ça va être, je sais pas, une voiture en pleine nature. Donc maintenant, on n'a plus le droit de les montrer en train de rouler sur des pistes en pleine nature. Il faut absolument que ce soit sur une route, par exemple. Ou parfois dans des pubs audio ou même des pubs télé, ne serait-ce que d'avoir un environnement sonore de nature, de bruit de petits oiseaux, d'eau qui coule. Voilà, si c'est pas en accord véritablement avec ce que vous présentez, ça peut être du greenwashing considéré comme tel. C'est aussi banaliser en fait des comportements négatifs. C'est-à-dire qu'on va minimiser le fait, je sais pas, si on communique par exemple sur le fait de pouvoir voyager tous les week-ends à pas cher et tous les week-ends faire aller dans une ville européenne de notre choix, etc. Donc banaliser des comportements de ce type dans une communication, ça peut être considéré comme du greenwashing. Et à l'inverse, dénigrer des comportements positifs, ça peut être aussi considéré comme du greenwashing. Donc ça prend, voilà, ça revêt quand même... un ensemble de choses. Ouais, ça revêt beaucoup de choses. Pour répondre à ta question, du coup, comment on peut éviter tout ça ? Déjà, en prenant conscience de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'on n'a pas le droit de dire en termes d'allégations, puisque ça commence à être assez encadré. Le greenwashing est de plus en plus encadré par la loi et certaines terminologies le sont aussi. Je parlais tout à l'heure de neutre en carbone. Neutre en carbone, depuis un décret de 2022 et donc qui est applicable depuis janvier 2023, c'est interdit de l'utiliser dans une publicité pour un produit ou un service sans présenter 3 éléments de preuve importants qui sont un bilan des émissions de gaz à effet de serre, mais sur l'ensemble du cycle de vie, donc vraiment scope 1, 2, 3. Il faut aussi présenter vraiment une trajectoire de réduction prévue par l'entreprise de réduction de ses émissions. Et ensuite présenter, parce que in fine, on réduit, on est dans une trajectoire, et puis comment on va jusqu'au bout, on compense. Dans ces cas-là, il faut réussir aussi à prouver en fait les modalités de compensation de ces émissions. Donc il faut ces 3 éléments-là pour être en capacité de dire mon produit est neutre en carbone, donc vaut mieux éviter et préférer mon organisation ou mon produit contribue en fait ou permet à la France d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone, parce que la neutralité carbone à l'échelle d'un territoire, c'est quand même, ça a plus de sens qu'à l'échelle d'un produit, parce que là, de la même façon, on est dans le greenwashing dans le sens où on laisse penser que ce produit n'a pas d'impact, alors que n'importe quel produit, de par sa production, a de toute façon un impact. Donc il faut déjà connaître un peu ce cadre, ce qu'on a le droit de dire, est-ce que les termes écologiques, verts, respectueux de l'environnement, qui sont assez globalisants, on a le droit de les utiliser ou pas. Si on les utilise, il faut vraiment les préciser. Ensuite, il faut avoir vraiment une vraie stratégie environnementale et sociale, d'où la mise en place d'une démarche RSE, je pense que c'est assez concomitant, de façon à pouvoir s'appuyer sur une démarche globale, parce que sinon le risque, c'est de mettre en avant ou de valoriser une avancée. Donc, je sais pas, moi j'ai installé des panneaux photovoltaïques sur le parking, mais à côté de ça, j'ai une grève majeure parce que sur le plan social, franchement, j'ai pas été bon. Et donc là, on a vraiment une dissonance entre les deux. Donc il faut être en capacité d'avoir une vraie stratégie environnementale et sociale. Il faut être en capacité de prouver ce qu'on avance, d'être précis, donc d'amener tous ces éléments de preuve à travers des résultats d'études, des résultats d'enquête. Il faut que le message soit clair et surtout n'induise pas en erreur, qu'on ne puisse pas interpréter. Donc ça, c'est important. Une question intéressante sur le greenwashing, c'est que c'est condamnable. On peut être pris en flagrant délit de greenwashing. Est-ce qu'il y a des condamnations possibles ?
Oui, il y a des condamnations possibles. En fait, c'est le greenwashing, depuis peu, c'est inscrit dans le code de la consommation. C'est une infraction qui est passible de 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc c'est pas rien. C'est pas anodin, ouais. Après, le premier risque, finalement, ne sera peut-être pas celui-ci, mais les risques sont importants de perte de confiance Des consommateurs. de ses consommateurs, de dégrader totalement son image, sa réputation et in fine aussi sa marque employeur. Puisqu'il faut savoir aujourd'hui que le greenwashing est quand même de plus en plus dénoncé. On a de plus en plus de démarches de name and shame sur les réseaux sociaux notamment, à travers, je parle perle de greenwashing, alerte greenwashing, et puis on a aussi le prix Pinocchio de la communication, voilà, qui... C'est officiel, non ? Enfin, officiel, oui, mais il existe, Okay. ce prix, Je il est connaissais décerné pas. par les Amis de la Terre. Ok. Et donc c'est vrai, Vas-y. quand on se retrouve sur le en première, deuxième ou troisième place sur le podium de ce prix Pinocchio qui dénonce le greenwashing, voilà, ça dégrade forcément son image. Donc il y a un intérêt évidemment d'image, de pas tomber dans l'imprécision et toujours essayer de prouver ses résultats pour avoir la confiance des consommateurs, parce qu'elle est là la vérité, c'est avoir la confiance des consommateurs pour qu'ils soient attachés à l'enseigne ou attachés à l'entreprise. Oui, complètement. Et puis pour ne pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'induire en erreur, parce que le consommateur est peu sachant sur ces sujets-là, lui-même n'a pas fait les études, donc on peut juste le laisser croire que tout est vrai, qu'effectivement supprimer les prospectus les prospectus papier, c'est vertueux. Ok, donc on peut le dire, pourquoi pas, mais il faut le prouver. Qu'on passe de sacs en plastique réutilisables à des sacs de jute. Est-ce que derrière on a une étude qui prouve aussi l'intérêt environnemental de ce passage? Ouais, c'est vrai. Moi, à date, j'ai pas les résultats. Donc, non, c'est vrai. En résumé, Karine, pour clôturer cet épisode, quelles sont les bonnes pratiques en matière de communication responsable aujourd'hui? On a bien compris qu'il fallait être précis. Quels sont tes bons conseils? Oui, il faut être précis, il faut être cohérent, il faut être réaliste aussi dans sa façon de communiquer. Moi, ce que je voulais passer comme message, c'est simplement de se dire qu'on ne peut plus continuer à communiquer comme avant et du coup à balancer des messages sans preuve. Donc là, il faut vraiment avoir conscience à travers ces communications qu'il faut être aujourd'hui en capacité de pouvoir amener ces éléments de preuve pour prouver vraiment ces prétentions environnementales et sociales. Merci Karine pour ces explications. Nous voilà à la fin de cette mini-série consacrée à la RSE en grande distribution. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce format très riche et très dense. Merci également à l'ensemble des intervenants de O2M Conseil et merci vraiment pour ces éclairages passionnants. Si vous appréciez ce format, je compte sur vous pour nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Cela nous aide énormément à faire grandir ce podcast. Merci à tous et à bientôt.